Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'introduire un principe très fécond en physique puisqu'il va mener à établir les lois de la mécanique analytique jusqu'aux théories quantiques des champs. Donc c'est un principe qui permet à lui seul de retrouver toutes les lois de l'optique géométrique, j'ai nommé le principe de Fermat. Alors après une présentation de ce principe tel qu'il a été formulé par Fermat lui-même, on va mettre en évidence la nécessité d'un énoncé plus général, puis on va passer en revue différentes applications allant des lois de Snell-Descartes jusqu'à l'équation fondamentale de l'optique géométrique. En 1637, René Descartes publie en complément de son célèbre discours de la méthode un traité d'optique. Il y explique notamment le phénomène de réfraction et prévoit la loi des sinus. Les conceptions de Descartes reposent essentiellement sur l'analogie avec la mécanique et sa description prévoit notamment que la lumière va plus vite dans l'eau que dans l'air. Alors ces considérations suscitent un débat au sein de la communauté scientifique et puis des savants tels que Pierre de Fermat contestent l'approche de Descartes. Donc Fermat adopte un point de vue différent qui repose sur un principe d'économie. Alors il dit dans son énoncé que la lumière se propage d'un point à un autre de façon à minimiser son temps de trajet. Alors imaginez un rayon lumineux partant d'un point A et se dirigeant jusqu'à un autre point B. Fermat propose que parmi tous les chemins possibles entre A et B, la lumière emprunte seulement le chemin le plus rapide. Alors ceci fut le premier principe variationnel de la physique. Il présente en outre l'intérêt d'être d'une très grande généralité et nous allons voir que son énoncé moderne contient en soi toute l'optique géométrique. Donc, illustrons les premières conséquences élémentaires de ce principe. Donc, dans un milieu homogène, on sait que la lumière se propage à la même vitesse partout. Dans ce cas, le trajet qui minimise la durée entre deux points A et B correspond à la courbe de longueur minimale, c'est-à-dire au segment AB si l'espace est euclidien. Ainsi, dans tout milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite, et si on inverse le sens du parcours, et bien entendu cela n'affecte pas la durée du trajet qui reste minimale, en conséquence, le chemin suivi sera indépendant du sens de parcours. En résumé, le principe de propagation rectiligne et celui du retour inverse de la lumière découlent naturellement du principe de Fermat. Alors ici, on verra que le principe de Fermat permet de retrouver la fameuse loi de réflexion. Donc considérons un rayon lumineux issu d'un point source A qui se propage dans un milieu homogène en direction d'un miroir plan. Après réflexion sur celui-ci, le rayon atteint le point B. Cherchons quel trajet doit suivre la lumière. Pour cela, définissons le repère OX, Y, Z de sorte que le plan X, OZ matérialise le miroir plan. Plaçons A et B dans le plan X, OY et avec des coordonnées respectives x1, y1, 0, x2, y2, 0, leurs coordonnées avec y1 strictement supérieur à 0, y2 positif, et nous proposons de calculer la durée TAB du trajet d'un rayon qui se réfléchit en un point I de coordonnées x, 0, z qu'on va déterminer. On va noter que I n'est pas nécessairement dans le plan d'incidence pour l'instant. Donc la durée du trajet vaut TAB égale à AI plus IB divisé par V1, où V1 c'est la vitesse de la lumière dans le premier milieu. En vertu du théorème de Pythagore, on obtient que la durée du trajet est fonction de xz, c'est égal à 1 sur V1, facteur de une expression avec des racines, etc. Donc la fonction TABXY présente un minimum si les dérivées partielles selon les directions x et z s'annulent. Donc ceci aboutit à un système de deux équations. Alors ce système-là aboutit à z égale à 0. En d'autres termes, A, I et B appartiennent au plan perpendiculaire au miroir, qu'on appelle le plan d'incidence. On retrouve donc ici la première loi de la réflexion. Quant à l'autre relation, elle donne x moins x1 sur AI égale à x2 moins x sur IB. Cette égalité n'est possible que si x est compris entre x1 et x2, et donc cela veut dire que le rayon réfléchi passe donc de l'autre côté de la normale.
Donc si l'on appelle I1 et I2 les angles de chaque côté, la relation précédente serait écrite sinus I1 égale à sinus I2, soit I1 égale à I2, et la deuxième loi de la réflexion est ainsi prouvée. On peut remarquer aussi qu'un calcul de dérivée seconde permet de vérifier que la durée TAB présente bien un minimum local lorsque I1 égale à I2. Et on va voir après que le principe de Fermat nous permet aussi de retrouver la loi de réfraction. De la même manière, le principe de Fermat permet de retrouver les lois de Snell et Descartes en y apportant un éclairage nouveau. En effet, imaginons deux milieux transparents, homogènes, séparés par un dioptre plan. Appelons V1 et V2 les vitesses respectives de la lumière dans chacun de ces milieux. Alors pour simplifier, on va supposer le problème plan. C'est-à-dire on pourrait montrer comme précédemment que le rayon optimal reste dans le plan d'incidence. Et considérons A un point fixe du milieu 1 de coordonnées x1, y1 et un point B du milieu 2 de coordonnées x2, y2, puis cherchons le trajet qui va minimiser le temps de parcours entre A et B. Alors on comprend aisément que si la lumière se déplace plus vite dans le milieu 1, elle a intérêt à allonger son parcours dans ce milieu, puis le raccourcir dans l'autre, ce qui explique la réfraction. Donc la durée TAB du trajet ne dépend alors que de la position du point incident I de coordonnées x0. Alors TAB va encore s'écrire comme AI sur V1 plus IB sur V2. Cette durée présente un extrémum, ici un minimum, si sa dérivée s'annule. Par conséquent, x moins x1 et x2 moins x sont de même signe, ce qui signifie que x est compris entre x1 et x2 et que le rayon se réfracte en passant de l'autre côté de la normale comme pour la réflexion. Donc si l'on fait intervenir les angles d'incidence et de réfraction I1 et I2, la dernière relation se ramène simplement à sinus I1 sur V1 égale à sinus I2 sur V2. Donc non seulement on retrouve la loi de Snell et Descartes, mais on donne un sens physique aux indices de la réfraction en prévoyant qu'ils doivent varier comme l'inverse de la vitesse de la lumière dans le milieu. Alors, la lumière doit donc voyager moins vite dans l'eau que dans l'air, car on sait que l'angle de réfraction diminue lors du passage de dioptre OR. Donc il a fallu attendre l'année 1850 pour confirmer cette prévision à l'origine du désaccord entre Fermat et Descartes. Et donc c'est Foucault, donc un scientifique, qui a travaillé longuement sur l'optique et qui a su mesurer la vitesse de la lumière. Et il va fournir la preuve mettant définitivement fin au dogme cartésien selon lequel la lumière se propage plus vite dans les corps denses. Et bien sûr, en adoptant la convention que l'indice du vide vaut 1, on obtient n égale à c sur v. La relation de réfraction va s'écrire n1 sinus i1 égale à n2 sinus i2, avec n1 égale à c sur v1 et n2 égale à c sur v2, où c c'est la célérité de la lumière dans le... Alors selon Fermat, la durée du trajet lumineux est supposée présenter un minimum local. Or, il existe des situations simples où, à l'évidence, le principe initial de Fermat est invalidé. Donc analysons ce cas particulier où on considère une surface elliptique de révolution dont la face interne est rendue parfaitement réfléchissante et on va raisonner dans le plan contenant l'axe de révolution. Alors dans ce plan, le miroir est représenté par une ellipse et on peut montrer que pour tout point M situé sur l'ellipse, on a la première relation Fm plus F'M égale à constante où F et F' sont les foyers qui sont placés sur l'axe de révolution de part et d'autre du centre O. Et prenons ensuite un rayon lumineux issu du foyer F que l'on dirige vers le point I situé à l'intersection du miroir et du plan de symétrie perpendiculaire à l'axe optique. Alors compte tenu des lois de la réflexion, le rayon va se réfléchir en se dirigeant vers le foyer F'. La durée du trajet FIF' vaut FI plus IF' divisé par V, où V c'est la vitesse de la lumière dans l'air. Si maintenant on considère un point M sur l'ellipse, qui est très voisin de I, on a par construction FI plus IF' égale à FM plus MF', de sorte que le trajet n'est pas de moindre durée cette fois-ci, mais de durée stationnaire. Ici, tous les rayons issus de F se réfléchiront en passant par F' avec la même durée
constante. Donc, comme on le voit, il existe des situations, bien évidemment, où la lumière choisit des trajets qui présentent des durées localement constantes, qui est en contradiction avec l'énoncé de Fermat. Et on peut montrer qu'il faut changer la formulation initiale en remplaçant le terme durée minimale par durée stationnaire. Alors, compte tenu de tout cela, il est nécessaire de modifier le principe de Fermat. Donc, la formulation actuelle du principe de Fermat est la suivante. Lors de son parcours entre deux points A et B, la lumière suit un trajet qui rend la durée de celui-ci stationnaire par rapport à tout trajet infiniment voisin. Donc, précisons ce que le terme stationnaire signifie mathématiquement. Imaginons que la courbe C, en rouge, représente la courbe effective suivie par la lumière entre A et B, c'est-à-dire le trajet réel. Lorsque l'on modifie de façon infinitésimale cette courbe, tout en fixant A et B, alors le temps de trajet TAB varie également de façon infinitésimale. Cependant, dans le cas d'une durée stationnaire, sa variation est nulle au premier ordre. Donc une durée minimale ou maximale sont des durées stationnaires, mais la réciproque n'est pas vraie. Donc mathématiquement, cela signifie que la différentielle dTAB égale à 0 avec A et B fixes. Donc ici, on va présenter la notion du chemin optique tout en la mettant en relation avec le principe de Fermat. Alors par définition, le chemin optique d'un rayon lumineux partant d'un point A et arrivant en un point B est la quantité LAB qui est donnée par l'indice de réfraction intégré le long du trajet lumineux de la courbe C avec ds qui est l'élément d'arc infinitésimal. Le chemin optique étant homogène à une longueur, il va s'exprimer en mètres et notons que dans le vide, cette notion se confond avec la longueur d'arc AB. Donc le temps de parcours est lié au chemin optique. En effet, en un point M de la courbe C, la lumière se propage à la vitesse V du milieu qui est égale à C sur N, l'indice de réfraction, de sorte que la durée du trajet s'écrit comme l'intégrale entre les instants A et B dt, qui est égale à l'intégrale entre le point A et B de ds sur Vm, qui est aussi égale à 1 sur C, l'intégrale de A à B de l'indice de réfraction fois ds. Et ceci nous permet d'obtenir la relation simple LAB égale à C fois TAB, c'est-à-dire le chemin optique est tout simplement proportionnel à la durée du trajet. Donc on peut reformuler le principe de Fermat en termes de chemin optique. Donc la dernière version qu'on va retenir du principe de Fermat, ça sera la suivante. Lors de son parcours entre deux points A et B, la lumière suit un trajet qui rend le chemin optique de celui-ci stationnaire par rapport à tout trajet infiniment voisin. Alors, les techniques de calcul variationnel devraient faire partie du bagage de fond de tout bon physicien. Et puis, le principe de Fermat, en tant que principe variationnel, montre toute sa puissance lorsqu'il est associé aux techniques mathématiques inventées par Euler et Lagrange. Donc, dans cette partie, on verra les équations d'Euler-Lagrange. Pour cela, fixons deux points A et B dans le plan X ou Y et considérons une courbe d'équation Y en fonction de X qui passe par ces deux points. Alors, on définit une première intégrale, notée IAB, qui s'écrit comme, où l'intégrande c'est la fonction f selon dx entre xa et xb. Donc la fonction f c'est une fonction connue à trois variables de classe C1, c'est-à-dire continue et dérivable une fois, et y' de x, la dérivée de y par rapport à x. Donc cette intégrale c'est un nombre, donc ça donne un scalaire dont la valeur dépend de la fonction y de x. Et on appelle ce type d'objet une fonctionnelle. Le calcul variationnel permet de trouver la fonction y de x qui rend i à b stationnaire. C'est Euler le premier qui a établi le résultat suivant, c'est-à-dire la différentielle de i à b égale à 0 est équivalente à la dérivée partielle d'ordre 1 selon y qui est égale à la dérivée par rapport à dx de la dérivée partielle de f par rapport à y'. C'est ce qu'on appelle l'équation d'Euler-Lagrange. Et bien sûr,
l'équation de Laire-Lagrange s'étend également au cas où la fonction f dépend non seulement d'une seule fonction inconnue y de x, mais on peut avoir n fonctions y1, y2 jusqu'à yn de x. Et puis on va retenir le résultat suivant qui décrit l'équation de Laire-Lagrange dans le cas généralisé à n variables. Appliquons maintenant le calcul variationnel à la recherche du rayon lumineux dans un milieu transparent non homogène d'indice optique n qui dépend de x, y et z, où x, y et z désignent les coordonnées cartésiennes. Alors le chemin optique d'un trajet quelconque entre un point A et B s'écrit par définition LAB égale à l'intégrale de l'indice de réfraction fois ds. Le théorème de Pythagore permet de relier l'élément d'arc ds avec les déplacements cartésiens dx, dy et dz via la relation suivante, où y' et z' désignent les dérivées par rapport à x. Donc finalement, le chemin optique s'écrit de la manière suivante, LAB égale à l'intégrale de xa jusqu'à xb de la fonction f, la fonctionnelle plutôt f dx, où la fonctionnelle vaut l'indice de réfraction multiplié par la racine de 1 plus y' au carré plus z' au carré. Alors on peut constater que le chemin optique est une fonctionnelle qui dépend de la forme du trajet via les fonctions yx et zx. Puis en se rappelant que le rayon lumineux étant de chemin optique stationnaire via le principe de Fermat, on doit avoir la condition suivante. Puis en utilisant le fait que l'élément infinitésimal ds s'écrit comme la racine carrée de 1 plus y' au carré plus z' au carré dx, on aboutit à trois relations ou bien trois équations de Laire-Lagrange qui découlent de la condition précédente. Ces trois équations aux dérivées partielles permettent d'obtenir l'équation du rayon lumineux dans tout milieu d'indice n. On peut les résumer par la relation vectorielle gradient de n égale à la dérivée par rapport à ds de l'indice de réfraction n multiplié par le vecteur dx sur ds ux plus dy sur ds uy plus dz sur ds uz. Alors ce dernier vecteur n'est autre que le vecteur unitaire tangent au rayon que l'on va noter u, et finalement l'équation du rayon se met sous la forme gradient de n égale à la dérivée par rapport à ds de n fois u. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le vecteur gradient de l'indice de réfraction du milieu est orienté dans le sens de la concavité du trajet lumineux. Un exemple ou bien une application à ça, c'est le phénomène de mirage. Donc il est connu dans l'histoire, lors de la Première Guerre mondiale, les soldats français, ils ont rapporté que lorsqu'ils ont débarqué dans le désert d'Égypte, que ce pays était formé d'une vaste plaine horizontale qui parut tout couvert d'eau. Donc les soldats qui étaient à l'époque séduits par l'illusion, ils couraient vainement vers cette eau imaginaire pour boire. Alors, que ce soit sur une route surchauffée en été ou comme dans une zone désertique, il peut nous arriver d'avoir l'impression que le sol réfléchit un coin de ciel bleu qui nous fait croire à l'existence d'une plus ou moins grande étendue d'eau présente sur le sol. Alors ça, on les appelle des mirages, et donc ils sont liés à la courbure des rayons à proximité du sol surchauffé. Donc en effet, l'air chaud étant moins dense que l'air froid, l'indice optique augmente avec l'altitude, ce qui fait naître un gradient d'indice vertical. Par conséquent, les rayons se courbent comme l'indique la figure, et l'observateur voit une image virtuelle du ciel en surimpression du sol. Donc par la suite, on va établir ce constat mathématiquement, et donc on établit l'équation différentielle du rayon en supposant que l'indice ne varie que suivant l'altitude y du lieu. Et on va voir ce qui se passe aussi pour le chemin optique. Donc, établissant l'équation différentielle du rayon, on a dit en supposant que l'indice ne varie que suivant l'altitude y du lieu. Alors, le chemin optique s'écrit dans le plan x ou y sous la forme LAB égale à l'intégrale entre le point A et B de l'indice de réfraction qui dépend de y fois ds. Ceci aussi est égal à l'intégrale de A à B
de ny fois la racine carrée de dx carré plus dy carré. Et bien sûr, on a le choix entre deux variables d'intégration, soit y, soit x. Il se trouve que les calculs sont grandement simplifiés si l'on choisit la variable y, et donc nous allons décrire la courbe de lumière par la relation à déterminer x en fonction de y. Et on obtient LAB égale à l'intégrale entre YA et YB de n de y multiplié par la racine carrée de 1 plus x' de y au carré fois dy. Et donc, selon le principe de Fermat, le rayon lumineux est le trajet qui rend stationnaire la quantité, l'intégrale de YA à YB de la fonctionnelle f dy, telle que la fonctionnelle dans ce cas-là vaut l'indice de réfraction qui dépend de y multiplié par la racine carrée de 1 plus x' au carré. Et donc l'équation de l'aire Lagrange donne que la dérivée selon y de n fois x' divisé par la racine de 1 plus x' au carré égale à 0, et on en déduit la relation nx' sur la racine de 1 plus x' au carré égale à une constante que l'on va noter A. On note que cette constante d'intégration A représente l'indice de réfraction au sommet de la courbe C, c'est-à-dire lorsque x' tend vers plus ou moins l'infini. Puis, si l'on note x0, y0, les coordonnées du sommet de la courbe, alors on obtient la constante d'intégration A égale à l'indice de réfraction en y0. Et donc, si on sépare les variables, on peut écrire que dx est égal à plus ou moins a sur la racine carrée de n carré moins a carré fois dy. Et puis, on peut prolonger le calcul en choisissant un modèle d'atmosphère. Donc, pour simplifier notre propos, adoptons un modèle linéarisé de n carré. Donc, on écrit le carré de n égale à a au carré plus alpha facteur de y moins y0 tel que alpha est une constante positive. En substituant dans l'équation différentielle, on trouve que l'intégrale entre x0 et x dx est égale à plus ou moins a sur la racine carrée de alpha fois l'intégrale entre y0 et y de dy sur la racine carrée de y moins y0. Alors l'intégrale se calcule aisément et on obtient x moins x0 égale à plus ou moins 2a fois la racine carrée de y moins y0 divisé par la racine carrée de alpha. Si on élève cette équation au carré, on aboutit à l'équation du rayon lumineux. Donc on voit bien que le rayon lumineux adopte une trajectoire parabolique dont la courbure est d'autant plus prononcée que le gradient d'indice est important. Donc cette vidéo qui porte sur le principe de Fermat est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou bien de laisser un commentaire. Bon courage à tous et à toutes. Au revoir.